Bonjour et bienvenue à cet entretien qu'accorde à la Cameroun Radio-Télévision le ministre malien des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Nous sommes ici au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. D'emblée, comment se déroulent les cérémonies liées à cet événement? Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Les cérémonies se déroulent bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver chez nous ici en terre africaine du Cameroun. Je voudrais d'abord exprimer toute notre satisfaction d'être ici et nos remerciements aux autorités camerounaises de nous avoir invités à participer au nom du Mali et pour toutes les facilités qui sont mises en place par rapport à notre séjour ici. Et aussi féliciter le Cameroun qui a toujours été un pays de dialogue et un pays qui a toujours tendu la main aux autres, qui 50 ans après son adhésion à l'Organisation de la coopération islamique, qu'aujourd'hui le Cameroun puisse rassembler la Oumma islamique, toute la communauté islamique mondiale pour pouvoir débattre des enjeux mondiaux. Donc par rapport à cela, je pense que ça se situe dans le prolongement de l'action du président Biya et de ce pays pour promouvoir toujours la paix, le dialogue, la solidarité entre tous les pays. L'Organisation de la coopération islamique a été créée en 1969 avec comme objectif principal être la voix de la communauté musulmane sur toute l'étendue de la planète, aujourd'hui estimée à presque 2 milliards de personnes. C'est l'un des 3 clubs géoculturels de la planète, à savoir l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth et l'OCI. Quel est le contexte de ce rassemblement au Cameroun? D'abord, il faut reconnaître que l'Organisation de la coopération islamique est l'organisation internationale la plus large en termes de membership, comme juste après l'Organisation des Nations Unies, ce qui est extrêmement important. Et se rappeler que l'organisation a été mise en place suite à la profanation de la mosquée sainte d'Al-Quds en Palestine, qui a attiré l'attention de la communauté musulmane sur la nécessité pour les musulmans de se donner la main pour pouvoir défendre les valeurs islamiques sur le plan international et mondial. Naturellement, si vous parlez de contexte, le contexte aujourd'hui, vous savez que le monde est en pleine mutation, en plein questionnement. D'abord, le conflit qui se passe sous nos yeux en Palestine et l'incapacité de la communauté internationale et des grandes organisations internationales à apporter une réponse et à trouver un consensus, attire l'attention sur le défi qui se pose au monde musulman pour pouvoir parler d'une seule voix en soutien à la Palestine, ou aussi à la nécessité de pouvoir apporter la paix à cette région et pouvoir, dans le cadre de la légalité internationale, apporter une réponse. Bon, il y a beaucoup d'autres conflits qui se passent sur la planète, mais aujourd'hui, le nombre de conflits et de crises qui se passent à travers le monde est le contexte qui nous interpelle, nous, à pouvoir vraiment nous donner la main, forger un consensus et obliger le reste de la communauté internationale à travailler avec nous pour pouvoir promouvoir la paix, le dialogue et combattre l'islamophobie. Vous avez suivi tous les discours d'ouverture du secrétaire général de l'OCI, le Tchadien, du ministre des Relations extérieures du Cameroun, ses homologues de la Gambie et de la Mauritanie, et enfin le discours du représentant personnel du président de la République du Cameroun, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute. Dans tous ces discours que vous avez écoutés attentivement, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulière? Si vous regardez tous ces messages, je pense qu'aujourd'hui, on peut penser que l'Organisation de la coopération islamique est unie pour pouvoir travailler à ce qu'il y ait une solution politique au drame qui se déroule à Gaza. Parce que tous les participants ont rappelé la nécessité d'un dialogue, la nécessité d'une solution politique, la nécessité d'un cessez-le-feu permanent
pour pouvoir apporter une pour solution. Pour le Cameroun, la solution, c'est deux États. Mais surtout la nécessité pour la communauté internationale d'appliquer la solution à deux États. Je pense que pas seulement pour le Cameroun, je pense que toute la Oumma islamique est unie aujourd'hui. Sans cette solution à deux États, qui est en fait la solution politique, il n'y aura pas de paix. Le drame va continuer. Ça va continuer malheureusement. Et personne ne veut plus voir ces drames parce que la situation humanitaire est extrêmement catastrophique. Maintenant, parlons de l'OCI et sa contribution dans ces différents États membres. Au Cameroun, ils ont financé beaucoup de projets, y compris la construction d'infrastructures d'énergie ainsi que les autres. Au Mali, qu'est-ce que l'OCI apporte dans un pays comme le Mali? Bon, l'OCI, c'est plusieurs plans. Il est vrai que, comme au Cameroun, l'Organisation de coopération islamique, notamment à travers la Banque islamique de développement, intervient dans beaucoup de secteurs, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures et beaucoup d'autres secteurs de développement socio-économique pour apporter la contribution. Mais il y a aussi beaucoup d'autres structures de l'organisation qui travaillent aussi avec nos pays. Même si nous estimons que beaucoup a été fait, aujourd'hui, nous pensons que la solidarité islamique mérite d'être davantage renforcée et qu'il y ait plus d'échanges entre pays membres de l'Organisation de la coopération islamique dans le cadre de la coopération sud-sud. Est-ce qu'au Mali, il y a les projets concrets? Au Cameroun, on peut te parler de la construction de la route Tibati-Ngandéré ou bien Djoum-Sangmelima ou bien les activités navales à Limbé. Au Mali, il y a les projets concrets qui ont un impact direct sur les populations, parce qu'à la fin de la journée, c'est les populations qui comptent. Vous savez, il y a des projets comme ici au Cameroun, dans le domaine agricole, comme dans le domaine de l'énergie, comme je l'ai indiqué. Donc plus récemment, le gouvernement vient d'adopter un programme financé par les institutions islamiques dans le domaine agricole. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, il faut que nos pays comprennent que la solution, ce n'est pas seulement les projets, c'est vraiment comment on conçoit le développement lui-même. Naturellement, nos pays vont devoir regarder quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser en interne pour pouvoir répondre à ça, comment on peut définir une vision de long terme et comment les partenaires peuvent venir dedans. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, je pense que la solidarité du monde islamique n'est pas à la hauteur des ressources qui sont disponibles dans cette communauté et la solidarité mérite encore d'être davantage renforcée, pas seulement la solidarité, mais aussi comment promouvoir des partenariats que les entreprises, les institutions financières du monde islamique travaillent ensemble pour créer une prospérité partagée, pour renforcer les échanges humains, les échanges économiques, de financer des projets, mais on doit avoir une approche beaucoup plus globale. C'est pourquoi j'ai parlé de coopération sud-sud, que nous voyons en nous les possibilités que des Saoudiens investissent, par exemple au Cameroun ou au Mali, pour les transformations économiques. Je pense que la solution viendra certainement de cette approche qui doit être à la fois sud-sud, à la fois endogène, à la fois innovante également. Excellence, Monsieur le ministre, vous êtes la voix du Mali dans le monde entier actuellement en tant que ministre des Affaires étrangères. Parlons du Mali maintenant. L'une des valeurs de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, c'est la promotion de la paix et à un certain moment, personne n'ignore la situation du terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Mali en particulier. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, la situation au Mali sur le plan sécuritaire, ces 3 dernières années, s'est considérablement améliorée. D'abord, du point de vue de la compréhension et de la définition des défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que le Mali a compris que beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons avaient été eux-mêmes à la source de l'instabilité et de la déstabilisation de nos pays. Donc il fallait sortir de ce paradigme qui nous amenait droit dans le mur et dans la dépendance pour pouvoir faire en sorte que la sécurité des Maliens repose sur les Maliens eux-mêmes. Donc c'était dans la définition et que nous puissions nous-mêmes investir nos ressources
pour pouvoir assurer notre sécurité. Aujourd'hui, le Mali dépense plus du quart de son budget national pour assurer la défense et la sécurité. Il y a des partenariats stratégiques qui ont été mis en place pour nous permettre d'acquérir des équipements, des capacités militaires qui nous permettent de faire ce travail-là. Avec tous ces éléments-là ensemble et la mobilisation du peuple malien devant les forces, derrière leurs forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, les résultats sur le terrain, c'est qu'il y a une amélioration significative de la situation sécuritaire. C'est évident, la sécurité n'est pas un concept à somme zéro, si vous voulez dire. En tout cas, c'est pas sans risque. Elle s'améliore, mais en même temps, les défis peuvent être changeants. Donc ça, il faut être conscient de ça. Mais, en même temps, il ne faut pas que nous soyons aussi piégés par des concepts qui ont été amenés par d'autres. Parce que si nous combattons le terrorisme, il faut savoir, mais qui nous combattons? Qui sont ces groupes terroristes? Qui les financent? Qui leur donne l'argent? Récemment, il y a des pays européens, l'Ukraine pour ne pas le citer, qui est sorti pour déclarer devant la face du monde, par ses propres officiels, qu'ils ont donné des renseignements et des moyens, capacités militaires à des groupes terroristes dans le nord du Mali. Nous savons qu'il y a des pays dans la région qui constituent des bases arrières à ces groupes terroristes. Donc le terrorisme ne peut pas être combattu tant que nous ne dénonçons pas de façon ouverte ces différentes complicités, parce qu'en définitive, j'ai la conviction que le terrorisme est créé pour déstabiliser nos pays, déstructurer nos pays et prendre possession de nos ressources et des positions stratégiques sur notre continent. Vous êtes connu dans le monde entier, et surtout après vos déclarations aux Nations Unies, comme l'un des meilleurs défenseurs de la souveraineté des pays africains ou bien la souveraineté des États dans le monde entier et le Mali en particulier. Et vous êtes sorti, comme le Niger, comme le Burkina Faso, de la CEDEAO, comme idéologiquement pour mieux exprimer notre souveraineté et indépendance, il faut mieux sortir. C'est vraiment la réponse à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? La question est plus complexe que ça. Nous ne sommes pas sortis que pour promouvoir notre souveraineté, en réalité. Nous sommes sortis surtout parce que nous estimons que des organisations comme la CEDEAO ont dévié de l'idéal d'intégration de nos continents et soumis à des injonctions de puissances étrangères qui utilisent l'organisation pour sanctionner nos populations et créer des menaces, y compris des menaces d'intervention militaire dans nos pays, et que nous ne pouvons pas continuer à appartenir à des organisations dans lesquelles, parce que des organisations d'intégration sont par définition des organisations où on procède à un transfert d'une partie de sa souveraineté. Donc je ne peux pas donner ma souveraineté à une organisation qui en retour l'utilise pour créer la menace contre mon pays. Donc nos pays ne se sentent plus en sécurité et on ne se sent plus même maître dans les organisations que nous avons créées. Et je crois que c'est pour mettre un terme à cette situation que nous avons, et après beaucoup de plaintes et des dérives et des erreurs qui ont été commises, que nous avons estimé que ces organisations n'étaient pas dans la bonne direction et qu'il fallait que nous prenions... Les opposants à vos politiques, avant de poser 2 ou 3 questions avant la fin de cette interview, les opposants à ce politique que vous avez mené, j'ai dit la politique du gouvernement malien de sortir et de créer l'Alliance des États du Sahel, vous diront que c'est le déjà vu, que c'est du populisme, qu'il y a eu à un moment l'union de la Sénégambie qui n'a pas marché, que Ahmed Sékou Touré a fait de la même chose, la Guinée n'a pas marché, et tout ça. On peut vous donner beaucoup de ce genre d'exemples. Que répondriez-vous? Je réponds juste que nos pays ont fait des choix et que pour ces choix, nous n'avons pas besoin de la permission de quelqu'un et que nos pays ont l'intelligence et le génie nécessaires pour savoir ce qui est bien pour nous, sans demander la permission de quelqu'un. Et si l'Afrique doit demander chaque fois que ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour avancer, même le développement du continent, on ne fera rien. Je pense qu'il faut tenter les choses. Il y aura toujours des voix, il y a des voix aussi qui sont sujets à la désinformation, qui pensent que, bon, on doit faire ceci parce que Paris pense comme ça, parce que Washington pense comme ça. Bon, pour moi, ce n'est pas le plus important. Nos pays ont fait les choix. On doit assumer ces choix. On doit se donner les moyens d'aller de l'avant par rapport à ces choix et ne pas se poser fondamentalement ce type de questions. Bon, mais
je pense que si c'est des questions qui viennent de Maliens, moi je les écouterai, de Burkinabé oui, du Nigérien oui, mais les autres, quelle est leur voix par rapport à ça? Moi je pense que cette décision appartient aux Maliens. Si tout le Mali prend une décision et il se trompe, mais, ben mais je crois qu'il y a quelque chose qui est important dans nos pays. Laquelle? Qu'on doit comprendre. Qu'on laisse même à nos pays le droit de nous tromper. Parce que même en se trompant, on apprend. Donc qu'on ne nous empêche pas d'essayer des choses parce que d'autres, dans leurs salons fêtrés, dans leurs universités, en Europe ou ailleurs, pensent que ça ne marchera pas. Je pense qu'on a le droit de faire des choix, on a le droit de se tromper, on a le droit aussi d'apprendre de nos erreurs. Et on a le droit aussi d'écouter même ceux qui ne sont pas d'accord avec ces choix. Et dans cette, ou bien dans ce contexte de mutation des politiques, ou bien de discorde, ou bien de dissonance, il y a ce qu'on appelle l'accord de libre-échange continental où les efforts doivent se fédérer, mais ce que nous observons, si on prend la création des États du Sahel, c'est chacun qui veut prendre sa route. Comment on peut développer le commerce intra-africain dans ce contexte? Quelle est la position du Mali sur ce sujet? Moi je ne vois pas de contradiction entre la création de la zone de libre-échange continentale et la création d'un espace économique, monétaire ou commercial unifié des États du Sahel où nous comptons renforcer nos liens entre nous. Mais cela ne remet pas en cause l'engagement à réaliser un marché beaucoup plus large. Je pense qu'en Europe, vous avez des modèles au sein de l'Union européenne où 2 ou 3 pays se mettent ensemble pour aller plus vite sur un certain nombre de questions. Donc je pense qu'on doit pouvoir laisser la possibilité aux pays de choisir des chemins qui peuvent leur paraître plus appropriés et plus renforcés. Donc nous, quand on a fait ces choix, je pense que nous restons malgré tout attachés à l'intégration africaine qui est une question clé. Dans toutes les constitutions du Mali, on a mis de façon constante, y compris la constitution actuelle, que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Est-ce qu'on peut prendre une seule organisation et dire que c'est cette organisation qui est l'incarnation de cette démarche? Non, pas nécessairement. L'avant-dernière question, Excellence, dans ce contexte, donc, il y a les questions liées au développement du continent, mais il y a aussi les défis, la question des changements climatiques. Votre pays étant dans la zone sahélienne du continent, quelles sont vos réflexions vis-à-vis des changements climatiques qui est présenté aujourd'hui comme l'une des grandes menaces planétaires? Bon, ce n'est pas la seule menace. C'est vrai que c'est une menace extrêmement importante, les changements climatiques pour notre pays aujourd'hui qui fait face d'ailleurs à des vagues d'inondations qui ont causé des pertes en vies humaines importantes, notamment au niveau du Mali et du Niger dans le cadre de la Confédération AES. Je pense que nous vivons ça au quotidien. Nos pays sont essentiellement des pays désertiques. Nous constatons au quotidien l'avancée du désert. Donc il y a quand même des conséquences directes sur nos pays, mais il faut aussi rappeler que nos pays, comme l'ensemble des pays africains, sont des pays qui génèrent peu de gaz à effet de serre, qui ne sont pas responsables de ce changement climatique. Donc les pays qui sont les plus responsables aussi doivent pouvoir aussi assumer leur responsabilité de pouvoir répondre aux dégâts qui sont créés par ce changement climatique, tout en évitant, parce que aussi on empêche nos pays aussi de se développer, en disant que vous ne pouvez pas faire tel ou tel choix d'industrialisation ou de technologie parce que d'autres pays ont plus pollué que nous. Donc ça aussi, il faut avoir l'équité dans la démarche en faisant en sorte que ceux qui polluent le plus aussi puissent davantage assumer, y compris les responsabilités financières par rapport à la réparation de ce dommage à notre environnement commun. Enfin, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali, lorsque je regarde votre pays aujourd'hui et beaucoup d'autres pays africains, le Mali en particulier, je résume tous les actes à une seule expression. Vous vous êtes engagé à un processus de déeuropéanisation
de votre communauté. C'est-à-dire il faut fabriquer ce qui est du Mali, ce qu'on a connu dans les empires du passé, qui faisait la fierté africaine et même mondiale. Est-ce qu'il y a une durée pour ça, pour s'assurer aux populations maliennes que dans 10 ans, tout ça c'est au revoir? Je pense que nous ne sommes pas dans un processus pour dé-européaniser, comme vous l'avez dit. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'engager des processus pour nos pays, pour vivre dans la dignité, pour vivre dans des entités souveraines, pour vivre dans des pays où les États, les institutions répondent aux préoccupations majeures de nos populations, mais aussi des processus ou des choix qui respectent notre identité et notre culture et nos réalités politiques, sociales et économiques. Donc je pense que ça ne doit pas être perçu a priori contre quelqu'un. Naturellement, dans la définition de nos relations avec le monde extérieur, y compris l'Europe qui n'est pas le monde, y compris l'Europe, nous avons défini, en tout cas pour ce qui concerne le Mali, 3 principes clés pour établir des relations. 1, le respect de la souveraineté du Mali. 2, le respect des choix stratégiques et les choix de partenaires du Mali. Et 3, la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans tous les choix. Si ces lignes sont observées, le Mali et même la Confédération de l'AES, nous sommes ouverts à établir des relations basées sur le respect mutuel avec tous les pays de la planète. D'ailleurs, ces principes, si on l'élargit, je pense que tous les pays prétendent à cela. Donc nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous souhaitons que les relations qui étaient bâties sur des relents néocoloniaux, ou en tout cas des tentatives d'exercer une hégémonie sur nos pays pour pouvoir contrôler nos citoyens et nos ressources, doivent cesser. Et que nous entrions dans des processus où on a une relation de partenariat d'égal à égal, basée sur le respect mutuel et aussi un partenariat gagnant-gagnant. Donc si je dois définir la démarche dans laquelle nous sommes, c'est dans cette démarche que nous nous situons. Et avec cette démarche, nous mettons fin à cet entretien. Monsieur le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Television. Shukran. Shukran. Merci beaucoup. You're welcome. Merci. The Foreign Affairs Minister of the Gambia. Your Excellency, thank you very much indeed and welcome to Globe Watch. Thank you very much, Charles. It's an honor to be here with you today. You are here in Yaoundé to attend the 50th session of the Council of Foreign Affairs Ministers of the Organization of Islamic Cooperation. So far, how is the event unfolding? Well, first and foremost, I want to congratulate the government and people of Cameroon for organizing a very successful OIC Executive Council meeting. I think special credit goes to the President of the Republic, Mr. Paul Biya, and to his Foreign Minister, Lejeune Mbela. So far, the logistical arrangements are excellent, and we're having a very successful Executive Council. The gathering is meeting under the theme Development Intra-OIC, especially in the areas of communication and transport infrastructure. How timely is that for this 50th session? Well, it's very timely, especially for African countries, and this coincides also with the 50th anniversary of the membership of Cameroon to the organization. And we all know the challenges that we face when it comes to communication, when it comes to transport, in Africa especially. To come to Cameroon, sometimes you have to go up to Europe and then come down. I think this is very timely. I only hope that we'll walk the talk, because sometimes we have big conferences, we have a lot of resolutions, but the implementation becomes a challenge. The Organization of Islamic Cooperation was created in 1969 to be like the voice of the Muslim world, and it's one of the 3 major geocultural clubs in the world after the Organization of La Francophonie and the Commonwealth. What is the space of the OIC in global politics today? Well, the OIC is playing a key role in global politics, having a neutral position in
many subjects, meaning that, well, we do not have a position where we side with one party against the other. The objective is to bring people to speak to each other, to use dialogue as a form of resolving issues, because we believe that the most powerful weapon is dialogue. And we are grateful to the Kingdom of Saudi Arabia for hosting the summit and for all the generous assistance given by the custodian of the two holy mosques and the Crown Prince. But the organization is headquartered. Yeah, for the headquarters. And in many instances, they will come to the rescue of the organization and make sure that we can sit and speak, and also give a very positive image of Islam, because today, unfortunately, the image is being tainted by people who are claiming to be the voice of Islam by committing a lot of atrocities. That is far from Islam. You're basically talking about terrorist organizations exactly. which represent themselves as the cloak of Islam. Yeah, you can cite Boko Haram, Al-Shabaab, and all others. That has really nothing to do with Islam. Islam is a religion of peace. And that's why they say that if you kill one person, it's just like you've killed humanity. So we cannot understand why people in the name of religion will slaughter, will maim people, will destroy